tout de suite, c'est-à-dire. C'est une passion française, un passe-temps familial qui surclasse même le bricolage ou le jardinage, surtout depuis la crise sanitaire et le confinement. J'ai nommé la généalogie. Bonsoir Christophe Becker. Bonsoir Mélanie. Vous êtes le directeur du site internet Généanet, une sorte de réseau social des arbres généalogiques. Vous revendiquez plus de 3 millions d'usagers partout dans le monde, des familles qui souhaitent retracer leur histoire, retrouver leurs origines. Et depuis quelques années, alors, la généalogie est chamboulée par l'arrivée des tests ADN. Comment ça marche, les tests ADN ? Alors, les tests ADN, ça marche un peu partout, sauf en France, déjà, puisque c'est interdit de faire un test ADN généalogique en France. Néanmoins, dans un certain nombre de pays, vous pouvez, sur un site internet, passer commande, recevoir un petit kit chez vous avec un coton-tige que vous allez passer dans la bouche pour récupérer un peu de votre salive, le mettre dans un petit tube à essai, le renvoyer à l'étranger. Et 1 mois, 2 mois après, par Internet, on va vous communiquer vos résultats et vous donner un certain nombre d'informations. Alors, quel type d'informations, justement, on peut avoir ? On peut résumer en disant qu'ils vont donner 2 types d'informations. D'une part, ils vont vous faire une carte de vos origines géographiques. Mais là-dessus, moi, je dis qu'il faut prendre ces informations avec quand même des pincettes parce qu'ils vont comparer vos données avec ce qu'ils ont en base de données et dire vous avez X% d'origine plutôt anglo-saxonne, plutôt nord-africaine, plutôt Europe de l'Est. Je l'ai fait dans mon cas. On m'a dit que j'avais 40% d'origine anglaise alors que je n'ai qu'une arrière-grand-mère anglaise, ce qui ne fait pas 40% de mon patrimoine génétique. Vous êtes un petit peu anglais quand même, mais pas à vraiment, ce point-là. Voilà, pas à ce point-là. On va voir justement, comme vous, Corinne, qui a fait un test et qui a retrouvé une fratrie. Corinne, elle est française. Elle a retrouvé une fratrie, mais aux États-Unis. Regardez ces retrouvailles. À l'aéroport, Corinne rejoint Nadine, son autre demi-sœur qu'elle a retrouvée il y a quelques mois grâce à un test ADN. Ensemble, elles vont accueillir Chérie. Oh, vas-y, fais la première là. Ça fait un effet. Je suis tellement nerveuse et excitée, contente, très contente. Quelques instants plus tard, l'émotion est encore décuplée, avec l'arrivée surprise d'une autre sœur, Shelley. Moi que j'aime de frères et sœurs et qui rêvait d'en avoir, c'est très intense pour moi, c'est fou. Mais c'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou, ça. Alors là, c'est un happy end. Est-ce que les tests sont toujours aussi fiables ? Alors justement, je disais, il y a les origines géographiques. Et puis, il y a la deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante. Et c'est ce qu'on souhaiterait pouvoir mettre en œuvre en France. C'est justement qu'on va comparer votre ADN avec les autres personnes qui ont fait le test. Et là, dans un certain nombre de cas, on va vous dire, tiens, vous avez X% d'ADN en commun avec telle ou telle personne. Et on sait aujourd'hui, et c'est prouvé de façon scientifique, qu'à partir de 0,6, 0,7% d'ADN en commun, vous avez de très fortes chances de trouver un ancêtre commun avec cette personne à la 5e ou 8e génération. Mais comment est-ce qu'on est sûr qu'on ne se trompe pas et que finalement on nous propose des demi-frères ou des demi-sœurs qui en fait n'en sont pas ? Et bien là, c'est purement scientifique. C'est-à-dire que vous héritez de 50% de l'ADN de votre père, 50% de l'ADN de votre mère, 25% de chaque grand-parent, 12,5% de chaque arrière-grand-parent, et ainsi de suite. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. Si on vous dit c'est un demi-frère, effectivement, c'est un demi-frère. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'ADN spécifique à un pays, où là, on nous dirait, vous avez un quart de sang portugais, un quart de sang africain, ouais, en fait, ce qui est là tout à fait discutable, c'est ce que vous dites, parce qu'on voit beaucoup de pubs autour de ça. Spécifique à un pays, puisqu'il y a eu des migrations dans toutes les époques, mais c'est vraiment par rapport à la population qui va être contenue dans la base de données du prestataire qui vous propose ce test. Et comme aujourd'hui, ils sont essentiellement anglo-saxons, vous allez trouver beaucoup de données anglo-saxonnes, même si les Français, bien que ça soit interdit, sont de plus en plus nombreux à aller faire ce type de test. 1,5 million de Français qui auraient déjà utilisé ces tests. Ils sont très demandés. Alors pourquoi c'est interdit en France ? C'est interdit parce qu'à l'époque où ces tests sont arrivés, il y avait une interdiction globale de faire des tests ADN, sauf pour des motifs judiciaires, scientifiques ou médicaux, que pour l'instant on est toujours sur le coup de cette interdiction, mais on a une véritable hypocrisie en France sur le sujet, puisque les Français font ces tests, ils ne sont pas inquiétés, même si officiellement on est passible de 3 750 € d'amende pour faire ce type de test. Il peut quand même y avoir des conséquences importantes psychologiques. Je veux dire, il faut être armé aussi pour être prêt à réceptionner certaines informations de ce genre de test. Tout à fait, mais lorsqu'on s'engage dans ce type de démarche, il faut s'attendre à éventuellement avoir des révélations.
mais parfois c'est aussi c'est un cas parmi des milliers. La plupart des gens ne trouvent que des cousins bien lointains et ne vont pas trouver tous les jours un demi-frère. Est-ce qu'il y a des questions éthiques qui se posent et notamment des risques que nos données génétiques, du coup, se retrouvent dans la nature? Alors aujourd'hui, ces données sont hébergées sur des serveurs outre-Atlantique. On ne sait pas toujours très bien ce qui... aux États-Unis, dans la majeure partie des cas. Aujourd'hui, nous, on demande que ça soit autorisé, mais encadré en France, sur des serveurs en France, pour que ça tombe sous la réglementation européenne de la RGPD ou les recommandations de la CNIL en France, où là, c'est très... Et la Commission nationale informatique et liberté, qui, normalement, est garant de la protection de nos données. Mais la CNIL elle-même dit qu'on est dans l'impossibilité d'anonymiser totalement les données génétiques. C'est quand même pas très rassurant. Oui, mais vous pouvez déjà mettre les données génétiques sur un serveur, les données identifiantes sur un autre, crypter l'ensemble. Ça, c'est un peu du charabia technique, mais il y a quand même aujourd'hui des possibilités de le faire. Et on espère bien qu'on arrivera à le faire en France prochainement si la loi change. Est-ce qu'il y a des risques qu'elle soit vendue? Il y a une affaire comme cela aux États-Unis où on s'est rendu compte qu'il y avait des données génétiques qui avaient été vendues à un labo, un grand labo pharmaceutique. Ce n'est pas tout à fait des données génétiques qui ont été vendues, c'est des statistiques qui ont été faites à partir de ces données génétiques sur un labo pharmaceutique. Néanmoins, en France, lorsque vous faites ce type de démarche, vous donnez votre consentement express pour un certain nombre de choses, comme par exemple que vos données soient hébergées, que vos données soient comparées à d'autres, mais uniquement pour ça. Donc on ne pourrait pas se permettre demain d'aller vendre ces données si vous n'avez pas donné un consentement express éclairé pour ce type de pratique. De façon nominative. Voilà. Alors, si on ne veut pas avoir recours à ces tests, mais qu'on a quand même envie, de façon peut-être plus traditionnelle, je dirais, de faire notre arbre généalogique, quels conseils donneriez-vous en premier à ces enquêteurs en herbe? Alors, quand on démarre sa généalogie, il ne faut pas se précipiter sur Internet. C'est même pas la peine de se précipiter dans les archives, parce que le point de départ, c'est soi, c'est ses parents, c'est ses grands-parents. Donc moi, le premier conseil que je donne, c'est de demander à ses parents et à ses grands-parents, s'ils sont encore en vie, de nous raconter un peu l'histoire de la famille, de nous parler eux-mêmes de leurs propres grands-parents. Et puis on va écrire tout ça, on va dessiner un petit arbre avec les parents, les grands-parents et ainsi de suite. Et puis c'est une fois qu'on aura constitué ce patrimoine de départ, avec le carnet de famille par exemple, avec des photos anciennes, qu'on va pouvoir, une fois qu'on aura passé la barre, on dit communément des 100 ans, c'est-à-dire que souvent les données sur les 100 dernières années sont protégées, ne sont pas facilement accessibles dans les archives. Une fois qu'on aura passé ce cap des 100 ans, on va pouvoir aller se plonger dans les archives départementales. Dans tous les départements de France, on peut retrouver les actes de naissance, de mariage, de décès, et petit à petit commencer à aller de branche en branche et remonter à la recherche de nos origines et nos ancêtres. Avant donc d'aller se plonger dans les 400 millions, je crois, de documents disponibles en ligne, vous disiez déjà, regardons, oui, alors encore plus parce que vous êtes partout dans le monde, regardons déjà autour de nous ce qui est possible. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les détails comptent, des photos même des choses se trouver dans une vieille boîte. Aujourd'hui, vous ne savez pas quelle était la couleur des cheveux de votre arrière-arrière-grand-père. Il était blond, il était brun, il était roux, vous ne savez pas. Toutes ces petites informations ont une importance pour le journaliste. Parce qu'on essaie d'imaginer et de retracer la façon dont vivaient et qui étaient nos ancêtres. Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Ce n'est pas de mettre des dates, des noms, des lieux. C'est vraiment d'expliquer pourquoi ils vivaient dans telle ou telle partie de la France, quelle était leur profession, quel était leur patrimoine, et comment, de votre ancêtre qui vivait au début du XIXe siècle jusqu'à vous, il y a eu un cheminement pour arriver jusqu'à la personne que vous êtes. Donc, vous dites par exemple les lieux, est-ce que ça c'est important de repérer, vous appelez ça les points de fixation, je crois, c'est-à-dire d'abord rechercher autour d'un point précis? Bien sûr, parce que nos ancêtres ne voyageaient pas comme nous aujourd'hui et pendant des siècles ont été sur plusieurs générations dans le même village ou dans les 3-4 villages aux alentours. Donc lorsqu'on ne retrouve pas un acte de mariage de son ancêtre, on va regarder dans les villages aux alentours et très souvent on va retrouver à 5 km, 10 km l'acte de mariage et on va voir que sa fiancé venait du village d'à côté, il s'était connu à la foire et on va petit à petit pouvoir élargir. Et c'est qu'à partir du 19e, fin 18e, début 19e, que nos ancêtres vont commencer à bouger, vont aller vers les villes. Mais pendant très longtemps, la très grande majorité d'entre eux étaient des paysans, des laboureurs dans nos campagnes. On peut remonter jusqu'à quand? Alors on remonte assez facilement jusqu'à la Révolution française, c'est-à-dire depuis l'établissement de l'état civil. Et au-delà, on arrive également à remonter, parfois, même souvent, jusqu'à François Ier, via les registres paroissiaux, c'est-à-dire ces registres de baptême, mariage religieux, sépulture, qui étaient tenus à jour par nos curés dans les campagnes.
Et puis, vous avez également ensuite d'autres types de registres, comme les registres notariaux ou militaires, qui parfois peuvent vous permettre d'aller encore plus loin. Encore plus loin. Eh bien, à vos archives, alors, pour remonter nos origines. Merci encore. Merci à Christophe Becker, roi de la généalogie. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.